Salut la team ActuFoot Express. Je suis Sébastien, et aujourd'hui je vous laisse en compagnie de Henri et Sandra pour décrypter ensemble l'actualité foot de la veille. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des actus brûlantes du moment. Allez, c'est parti! Bonjour, alors aujourd'hui on se plonge dans les toutes dernières nouvelles du foot, en s'appuyant sur un script d'actualité assez dense, là le Flash Actu Foot. L'objectif c'est vraiment d'aller au-delà des scores, pour saisir les enjeux, les stratégies et puis les tensions qui agitent le monde du foot en ce moment. Oui, tout à fait. Et on a de quoi faire, hein. Des qualifications internationaux, parfois mouvementées, comme celle de l'Angleterre, aux situations plus tendues dans certaines sélections, je pense au Maroc notamment. Sans oublier bien sûr la Coupe du Monde U20 avec ses surprises. Et puis alors, le cœur du sujet souvent, le marché des transferts. Ah oui, le mercato. Voilà, avec des échos qui nous viennent du PSG, du Barça, du Real Madrid, des noms comme Hendrik, Lewandowski, ça n'arrête pas d'alimenter les discussions. Exactement. Et c'est pas tout. On va aussi regarder un peu les coulisses, parfois c'est agité dans les grands clubs. Ah, ça. Des conflits internes, la gestion de crise. On va jeter un œil aussi à ce qui se passe en Ligue 1. Les défis en Ligue des Champions, notamment côté féminin, avec Lyon qui cartonne. Oui. Et puis, essayer de décrypter les situations un peu complexes au Real et surtout au Barça en ce moment. On essaie de démêler un peu tout ça pour voir ce qu'il en ressort. Bon, c'est parti alors pour une exploration assez détaillée de ces sujets brûlants. Allez, commençons par la scène internationale. L'Angleterre. Ils ont validé leur billet pour la Coupe du Monde 2026. Victoire 5-0 contre la Lettonie. Qualification tranquille, on pourrait dire. Oui. Et voilà, à peine le match fini, paf, les vrais débats commencent. C'est presque étonnant, non ? C'est très anglais quelque part. La qualif est là, facilement c'est vrai, mais tout de suite la tension elle se porte sur la suite. Qui va aller au Qatar, pour la Coupe du Monde, oui. La concurrence est tellement féroce que même des cadres, genre Kane, Rice, ils semblent incontournables, mais on sent que la pression monte quand même. Même pour eux. Même pour eux. Et puis le cas Bellingham, qui était absent récemment, ça alimente déjà toutes les spéculations. Certains médias parlent même d'exclusion possible de joueurs stars, c'est dire. Ah oui, quand même. Ça met Tuchel, le sélectionneur, dans une position délicate, d'entrée de jeu finalement. Complètement. Gérer autant de talents, c'est bien, c'est un luxe, mais ça peut vite devenir un vrai casse-tête pour l'équilibre du groupe. Exactement. Il doit jongler entre maintenir une dynamique de compétition et puis préserver l'harmonie, Chaque choix va être épié, chaque non-sélection peut être explosive. C'est là que sa gestion humaine à Tuchel, elle sera aussi importante que ses choix tactiques pour 2026. L'ambiance du vestiaire, c'est clé dans ces tournois. C'est sûr. Autre sélectionneur qui est un peu sous pression, Walid Regragui avec le Maroc. Après l'euphorie du mondial au Qatar, là, la période actuelle, elle semble un peu plus compliquée, non ? Surtout à l'approche de la CAN. Oui, la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Cette victoire 1-0 contre le Congo, c'était un peu étriqué, ça calme pas vraiment les critiques, j'ai l'impression. Non, clairement pas. La victoire est là, d'accord. Mais la manière, elle laisse un peu sceptique. Regragui a essayé des ajustements, mais le jeu marocain y peine à retrouver cette fluidité, cet impact qu'on avait vu au Qatar. Les attentes sont immenses, la pression populaire, médiatique, c'est énorme. Son avenir à la tête des Lions de l'Atlas, franchement, ça semble vraiment lié à un bon parcours à la CAN. Il y a eu aussi cette affaire autour d'Achraf Hakimi, non ? Il l'a maintenu en sélection, alors qu'il joue beaucoup au PSG. Oui. Un choix défendu par Regragui. Et puis hop, Hakimi lui répond avec une passe décisive. C'est un symbole fort, ça, dans ce contexte. Ah oui, c'est un bon exemple de la tension ambiante. Regragui, il montre qu'il a confiance en ses cadres, mais chaque décision est scrutée, analysée. Le fait qu'Hakimi soit décisif, là, tout de suite, c'est une petite bouffée d'oxygène pour le coach. Ça valide son choix. Exactement. Ça valide son choix face aux critiques qui disaient attention, le joueur est peut-être surchargé. Ça montre aussi l'importance de la relation entraîneur-joueur, clé dans ces moments de doute. On reste avec le Maroc, mais chez les jeunes cette fois. Coup de tonnerre en Coupe du Monde U20 au Chili. La France éliminée au tir au but par les Lionceaux de l'Atlas. Et apparemment, ça a un peu chauffé après le match. Oui, une petite pique signée Jessim Yassine, le joueur marocain, envers le gardien français Lisandro Olmeta. Après la séance de tir au but qui était tendue, il lui a lancé un truc du genre « Maintenant, c'est le moment de se taire ». Ah oui. Voilà.
en référence, semble-t-il, à des déclarations d'avant-match. Bon, c'est le genre d'anecdote qui met un peu de piment dans ces compétitions de jeunes où l'enjeu et l'émotion sont déjà hyper présents. C'est clair. Et cette victoire, du coup, elle envoie le Maroc en finale. Contre l'Argentine qui a sorti la Colombie 1-0, but de Matteo Silvetti. C'est une affiche de finale assez inattendue, mais plutôt sympa. Ah oui, très alléchante. Une finale Argentine-Maroc chez les U20, c'est quand même la preuve que la formation marche bien dans ces deux pays. Ça promet un match disputé, avec un enjeu sportif important, mais aussi une charge symbolique forte. Et ça confirme que de nouvelles générations talentueuses arrivent. Allez, on passe maintenant aux coulisses agitées du mercato. La rumeur qui enfle là, ça concerne le PSG et Endrick, le jeune crack brésilien du Real Madrid. Apparemment, Paris serait prêt à lâcher un titulaire pour le récupérer en échange. Ça paraît énorme, non ? Presque trop beau pour être vrai, ou peut-être trop risqué. C'est une rumeur qualifiée d'explosive par les sources espagnoles qui en parlent. Le point de départ, c'est qu'Endrick joue pas beaucoup avec Xabi Alonso au Real. Ah bon ? Oui, malgré son potentiel énorme et un contrat longue durée. Alors, l'idée d'un échange, même si ça paraît fou, c'est pas complètement absurde dans le foot d'aujourd'hui. Pour le PSG, ce serait un pari stratégique majeur. Sacrifier un joueur installé pour miser sur celui qu'on présente comme un futur ballon d'or potentiel. Mais est-ce que ça marquerait pas un changement de cap, ça, pour le PSG ? On les a connus qui achetaient des stars confirmées. Là, ce serait vraiment un pari sur l'avenir, avec le risque qu'Endrick n'explose pas comme prévu ou que le Real le lâche pas si facilement. C'est toute la question. Est-ce que c'est une vraie piste ou juste un ballon d'essai médiatique ? Si c'est sérieux, oui, ça pourrait signaler une évolution dans la stratégie de recrutement de Paris, peut-être plus tournée vers le potentiel à très long terme. Mais le risque, il est double. Sportif, parce qu'Endrick doit encore confirmer au top niveau européen. Bien sûr. Et puis relationnel, parce que négocier un deal comme ça avec le Real Madrid, surtout après l'épisode Mbappé, ça s'annonce quand même compliqué. Et les complications, elles ne s'arrêtent pas là pour Paris, j'ai l'impression. En interne, si ça grince un peu, il y aurait un conflit entre Johan Cabaye à la formation et Luis Campos, le directeur sportif. Oui, il y a des échos en interne qui parlent de désaccords assez profonds sur la politique des jeunes. On parle de visions différentes sur comment les intégrer, de négociations de contrats qui seraient menées en parallèle, les fameux contrats Cabaye contre les contrats Campos. Ah oui. Et surtout d'un manque de communication flagrant entre deux pôles hyper stratégiques du club. Ça, c'est le genre de friction qui peut avoir des conséquences très concrètes, j'imagine, si la formation et le recrutement ne tirent pas dans le même sens. Bah oui, ça peut paralyser certaines décisions, ça peut créer des incohérences dans le projet sportif global et, au final, ça peut nuire à la performance de l'équipe première. Comment tu construis un effectif cohérent si les passerelles entre les jeunes et les pros, c'est source de conflit ? C'est un vrai défi pour la direction parisienne de rétablir le dialogue et l'alignement, surtout dans un club où la pression est constante. Autre dossier mercato qui illustre un peu les aléas du recrutement, Glenn Kamara à Rennes. Arrivé pour 10 millions, pas utilisé cette saison et déjà sur le départ pour bien moins cher apparemment. Ah oui, ça c'est un cas d'école du transfert coûteux qui prend pas. Rennes, ils essaieraient de récupérer autour de 3 millions d'euros d'après ce qui se dit. Nice semble bien placé. Mais Ipswich et Leicester seraient aussi intéressés. C'est un rappel que même avec de gros moyens, le succès d'un transfert, ça dépend de plein de choses. L'adaptation du joueur, les choix du coach, la dynamique du groupe. Pour Rennes maintenant, l'objectif c'est juste de limiter la casse financièrement. Direction l'Espagne maintenant et le FC Barcelone, l'avenir de Robert Lewandowski, 37 ans, contrat jusqu'en 2026, ça fait débat. Son agent, Pini Zahavi, il a démenti des offres officielles d'Arabie Saoudite, mais bon, le doute reste, non ? Oui, le démenti de Zahavi, il est habile. Il calme le jeu, mais il ferme aucune porte. À cet âge, même pour un athlète exceptionnel comme Lewandowski, c'est normal de réfléchir à la suite. Surtout dans le contexte du Barça actuel qui est tout sauf stable. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. L'incertitude sportive, économique du club, ça pourrait clairement peser dans sa décision finale. Rester au Barça pour jouer les premiers rôles ou aller chercher un dernier gros contrat ailleurs, c'est le dilemme. Et ce contexte barcelonais, il a l'air particulièrement chargé en ce moment. Les sources parlent de crises multiples. Ouais, c'est vraiment ça. On a l'impression d'une tempête parfaite. Des polémiques internes qui reviennent tout le temps, des performances sportives en dents de scie, les complications avec les travaux du Camp Nou qui pèsent sur les finances, sur l'ambiance. Des tensions sur les renouvellements de contrats où les agents comme Jorge Mendes jouent un rôle énorme. On pense au dossier Lamine Yamal, qui vient de rencontrer Mendes pour discuter de son futur. Ça fait beaucoup pour un seul club quand même. Oui, ça fait beaucoup.
Et pour ajouter une couche de complexité dans ce jeu d'influence, il y a cette rumeur comme quoi Kylian Mbappé aurait mis son veto à un transfert au Real Madrid. Info difficile à vérifier, mais si c'est vrai, ça en dit long sur son poids au Real. Exactement. Au-delà de savoir si cette rumeur précise est vraie ou pas, elle illustre une tendance de fond à l'influence de plus en plus grande des joueurs stars sur la politique sportive de leur club. Si un joueur comme Mbappé peut vraiment peser sur des décisions de recrutement, ça redéfinit les équilibres de pouvoir. Ça a des conséquences partout. Voilà. Et ça peut avoir des conséquences en cascade, y compris pour un club comme le PSG qui regarde forcément ça de près. Pendant ce temps, le Real doit aussi gérer d'autres dossiers sensibles, comme l'inquiétude médiatique autour du jeune défenseur Dean Eisen. Revenons un peu en France, un petit tour rapide de l'actu en Ligue 1. Ça bouge pas mal aussi, on dirait. Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lille, il a eu une réaction assez forte après une sanction. Oui, une sortie médiatique qui montre son caractère, mais aussi la pression qui pèse sur les entraîneurs en Ligue 1. Chaque point compte, chaque décision d'arbitrage est contestée. C'est typique d'un championnat très serré. À Marseille, on retient son souffle pour Amine Gouiri, blessé, potentiellement absent à un moment. Ce serait un coup dur si ça se confirme. Ah oui, ce serait un très gros coup dur pour l'OM. Gouiri, c'est une pièce maîtresse de leur attaque. Son absence prolongée, ça obligerait le club à revoir ses plans, peut-être même à ajuster sa stratégie pour le mercato d'hiver si la blessure est grave. Pendant ce temps, Monaco s'active pour blinder le contrat d'un jeune qui promet, Aladji Bamba. C'est l'éternelle bataille pour garder ses pépites. Tout à fait. Monaco a toujours eu cette stratégie, développer les jeunes talents et les valoriser. Sécuriser Bamba, c'est protéger un actif qui pourrait être très précieux pour l'avenir, sportivement et financièrement. Surtout face à l'appétit des grands clubs européens. Et enfin, le cas Ousmane Dembélé au PSG. Décision imminente sur son contrat juste avant le match contre Strasbourg. C'est un peu le feuilleton sans fin avec lui, non ? C'est un dossier emblématique, oui. C'est la difficulté de gérer des joueurs avec un potentiel immense, mais aussi une fragilité physique et parfois contractuelle qui revient tout le temps. Le PSG doit constamment peser le pour et le contre, ce qu'il apporte quand il est en forme, et c'est indéniable, et le risque lié à ses blessures et à sa situation contractuelle. C'est un équilibre super précaire. Sur la scène européenne, on peut noter quand même la belle performance de l'Olympique lyonnais féminin en Ligue des Champions. Victoire 3-0 contre Saint-Pelton. Elle continue d'être une référence absolue. Oui, ça confirme leur statut de poids lourd en Europe. Lyon reste une machine impressionnante sur la scène continentale. Une régularité, une maîtrise, c'est remarquable. C'est important de le souligner, oui. Mais l'Europe, c'est aussi des tensions en coulisses. Cette polémique autour de Joan Laporta, le président du Barça, et de ses commentaires sur Lamine Yamal juste avant le Classico. Ça a été qualifié de « sale coup ». Ah oui, ça montre bien que la bataille, elle se joue aussi sur le terrain médiatique, psychologique, surtout avant les grands matchs. Ces petites phrases, ça vise à déstabiliser l'adversaire, à mettre la pression. C'est de bonne guerre, on va dire. Enfin, c'est particulièrement vrai dans la rivalité entre le Barça et le Real, mais aussi dans celle qui monte entre le Barça et le PSG. Surtout quand leurs confrontations européennes approchent. La communication, ça devient une vraie arme stratégique. On a déjà pas mal parlé du Real Madrid, Endrick, l'influence d'Mbappé, Witchen. Ça donne l'image d'un club qui jongle avec plein de dossiers très chauds en même temps. C'est exactement ça. Le Real est au centre de plusieurs enjeux majeurs. Intégrer ou prêter intelligemment ses jeunes talents comme Witchen, gérer la montée en puissance attendue d'Endrick tout en dosant son temps de jeu, et puis naviguer dans le dossier Mbappé qui a des implications énormes. Sportives, économiques, politiques. Ça montre aussi que ces jeunes stars sont vus comme des actifs stratégiques qui peuvent entrer dans des négociations hyper complexes. C'est un exercice d'équilibriste permanent pour le club. Et pour finir ce tour d'horizon des clubs, revenons sur le FC Barcelone. La situation a l'air vraiment critique. On a parlé de Lewandowski, de Yamal, mais les problèmes semblent plus profonds. La gouvernance, les finances, la source parlait d'orage avant le feu. C'est si grave que ça ? L'expression est forte, c'est vrai, mais elle reflète un sentiment d'accumulation. Les difficultés sportives s'ajoutent aux tensions structurelles liées aux travaux, au financement du club, aux relations parfois tendues avec les agents très influents comme Mendes. Oui, le cas Yamal-Mendes. Voilà, c'est un symptôme de cette nervosité générale autour des joueurs les plus précieux du club. Et puis, il y a une certaine instabilité dans la gouvernance. On sent que le Barça est à un point de bascule où des décisions fortes, peut-être même radicales, pourraient être nécessaires pour éviter que la situation devienne incontrôlable. Essayons de prendre un peu d'auteur sur tout ça. Si on regarde le PSG, avec ce mélange de tensions internes, la Campos, Caballé, et cette rumeur un peu folle autour d'Endrick, qu'est-ce que ça dessine comme stratégie potentielle ?
Un virage audacieux? Ça pourrait être vu comme une volonté de faire un coup d'éclat, oui, un pari sur l'avenir, quitte à bousculer un peu l'ordre établi. L'échange d'un titulaire pour Endrick, ce serait un signal fort, mais hyper risqué. Très risqué. Le vrai défi pour le PSG, au-delà de savoir si un tel transfert est faisable, c'est de retrouver une cohésion en interne. Sans alignement entre la direction sportive et la formation, même les coups les plus audacieux peuvent mal tourner. C'est un moment charnière. Soit Paris réussit un virage stratégique maîtrisé, soit ces tensions et ces paris risquent de créer plus de problèmes qu'autre chose. Et du côté du Barça, cette accumulation de crises sportives, financières, structurelles, est-ce que ça peut vraiment aboutir à une refonte en profondeur? Ça semble de plus en plus difficile à éviter. Les cas Lewandowski et Yamal, ils sont révélateurs. Que faire si Lewandowski part ? Comment sécuriser l'avenir de Yamal face à la pression des agents, du marché? Mais au-delà de ces cas individuels, c'est toute la structure qui semble sous tension. La fin des travaux du Camp Nou va poser de nouvelles questions financières. La gouvernance est souvent remise en cause. Le club a besoin de retrouver une vision claire, une stabilité, des fondations solides pour construire son avenir sportif et économique. Sinon, le risque, c'est de continuer à naviguer de crise en crise. On a aussi beaucoup parlé des jeunes talents émergents, ceux qui émergent en sélection comme Yacine ou Silvetti, et ceux qui sont déjà des actifs stratégiques comme Endrick ou Huizen. C'est là qu'une partie de l'avenir du foot se joue. Ah oui, indéniablement. La Coupe du Monde du vin nous rappelle que la formation, ça reste un vivier essentiel. Mais pour les grands clubs, le défi a un peu changé. Il suffit plus juste de repérer et de signer les pépites. Non. Il faut ensuite réussir à les intégrer, à gérer leur développement, leur temps de jeu, dans un environnement hyper compétitif, hyper médiatisé. C'est un art délicat, hein. Faut pas les brûler trop vite, mais faut pas non plus freiner leur progression. L'équilibre entre investir sur des stars confirmées et faire éclore la nouvelle génération, c'est plus complexe que jamais. Et enfin, un dernier mot sur les sélections. On a vu l'Angleterre, qualifiée, mais déjà sous pression pour les choix futurs. Et le Maroc, où la pression est maximale sur Regragui avant la CAN. La gestion humaine et médiatique, ça prend vraiment le dessus. Elle est devenue absolument cruciale. Pour l'Angleterre, la qualif, c'est que le début. Tuchel doit maintenant gérer les égos, la concurrence, construire un groupe uni. Pour le Maroc, la CAN, c'est un test décisif pour Regragui, autant sur le plan tactique que sur sa capacité à résister à la pression, à garder la confiance de son groupe et du public. Le foot de sélection aujourd'hui, ça demande des compétences qui vont bien au-delà du tableau noir. Bon. Si on devait résumer un peu notre discussion, on voit bien cette tension permanente qui traverse le foot actuel. La pression sur les sélections, leurs coachs, les manœuvres incessantes et les paris risqués du mercato. Oui. Les fragilités internes qui peuvent déstabiliser même les plus grands clubs, l'importance vitale de bien gérer les jeunes talents, et cette complexité générale où le sportif, l'économique, le médiatique, tout est complètement lié, quoi. C'est une excellente synthèse et ça nous laisse peut-être avec une question pour la route, non ? On est souvent focalisé sur les gros titres, les transferts records, les rumeurs d'échanges, les entraîneurs menacés. C'est vrai. Mais est-ce que les dynamiques plus souterraines, moins visibles, les luttes de pouvoir internes au club, les stratégies de long terme sur la formation, la façon dont on accompagne ou pas les jeunes joueurs, est-ce que ce n'est pas ça, au final, qui redéfinit le plus profondément et durablement les rapports de force dans le football européen ? Peut-être bien plus que le prochain transfert à sensation. C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette analyse, laissez-nous un gros pouce bleu, partagez ce podcast à vos potes fans de foot et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du sujet du jour. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'Actu Foot.